BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite, quelle perspective pour l'Europe, pour les marchés et aussi sur le continent américain, parce que là-bas aussi il se passe beaucoup de choses et c'est peut-être même de là-bas que viennent les principaux risques désormais. On en parle en tout cas avec Mabrouk Chetouane pour BFTIM et Bruno Fine pour Rochebrune AM. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de l'Europe, apparemment plutôt prometteuse, mais aux États-Unis, il y a ce risque politique autour de Donald Trump, cette croissance qui au premier trimestre a peut-être pu décevoir. Enfin voilà, est-ce que le principal risque désormais pour nos marchés européens, ce serait pas de voir Wall Street plafonner, souffrir, ralentir, freiner, Bruno? Une caractéristique sur le marché américain, c'est qu'en termes absolus, il est bien payé, il est cher. Le marché américain est cher. Et en marché relatif, il est très cher. Donc deux considérations qui font que le soutien du marché, qui a été provoqué par un phénomène de rachat d'actions, et on est une courbe haute qui est un peu prolongée. Et là, si on regarde la devise, le dollar-euro profite indirectement aux États-Unis pour prolonger la tendance exportatrice, puisqu'un dollar plus faible va les aider davantage. Mais on est en termes de valorisation sur ce point de vue-là à un très bon niveau, et donc une consolidation à attendre se passera forcément par une consolidation sur le marché européen. D'accord, les marchés européens ne résisteraient pas à une consolidation de Wall Street. Beaucoup nous disaient oui, les marchés européens résisteraient, sauf que par exemple la semaine dernière, Wall Street a reculé et les marchés européens ont aussi reculé et n'ont pas réussi d'ailleurs à surperformer. Je pense qu'en réduction et en écart, il y a un rattrapage entre le marché européen et le marché américain, mais ça sera vrai à la hausse, mais ça sera aussi vrai à la baisse, mais ça baissera quand même. On est sur des marchés d'action. Mabrouk, votre regard sur ce marché américain et les enjeux là sur notamment la politique américaine, Donald Trump. Demain, l'ex-directeur du FBI, James Comey, s'exprimera devant une commission du Sénat américain pour la première fois depuis son limogeage la semaine dernière. Et c'est autour de cette démission que se noue une possible procédure d'impeachment. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Alors, sur ce qui s'est passé avec le patron du FBI, on a eu une première alerte sur les marchés. On a vu effectivement les indices américains dévisser, se contracter de quasiment 2% sur une séance de bourse, ce qui montre bien que les marchés sont très attentifs et attendent finalement quelque part un espèce de prétexte pour pouvoir effectuer cette consolidation à la baisse après sur des niveaux relativement élevés, en tout cas en termes de valorisation. Il est vrai qu'aujourd'hui, Donald Trump souffle le chaud et le froid en quelque sorte sur les marchés, puisque on a une politique budgétaire dont on ne connaît pas encore finalement les contours. Celle-ci a animé finalement et a soutenu les marchés, pensant justement que elle serait en mesure de soutenir les entreprises, soutenir l'activité économique. Et on voit aujourd'hui beaucoup de questionnements autour de la mise en place de ces mesures budgétaires. On a déjà assisté à des volte-face, des reculades, donc l'ajustement fiscal à la frontière, qui était un facteur haussier justement sur le dollar, qui a été mis au placard en quelque sorte, parce que trop complexe à mettre en œuvre. On ne sait pas aujourd'hui si l'ensemble de ces mesures fiscales seront implémentées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ne passeront pas en l'état. Donc, budgétairement parlant, un Congrès républicain ne peut pas voter en fait de telles mesures parce qu'elles sont beaucoup trop expansionnistes, en tout cas sur le plan de l'envolée de la dette. Ça va se traduire par une montée significative du ratio dette sur PIB, et ça, les républicains ne peuvent pas le tolérer. Donc, de toutes les manières, on aura finalement des ajustements à la baisse en quelque sorte sur le plan de la relance budgétaire qui sera proposé par Trump, et c'est peut-être effectivement de nature à se traduire par une consolidation sur les marchés américains. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, les marchés européens, hélas, n'échapperont pas effectivement à cette consolidation. On suivra le trend de toutes les manières, même si on a une situation économique et macroéconomique et microéconomique qui est bien plus favorable en Europe. Sauf qu'on peut se dire que si Donald Trump ne va pas au bout de ses réformes et déçoit donc le marché, la Fed sera du coup plus accommodante, ce qui pour le coup compenserait et peut-être rassurerait le marché. Là, vous évoquez effectivement le rythme de révision de la hausse des taux. Et donc, moi, je ne me mettrai pas à faire un pari, puisque j'avais déjà essayé d'évoquer ce sujet-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas des bonnes surprises à venir, justement, de la part de la Banque centrale américaine, pour le coup? Non, d'abord, la bonne surprise, ça serait qu'il y ait une intervention de quantitative easing, enfin une réintervention de la Fed, qu'on transforme le tapering. Je ne crois pas qu'on revienne du quantitative easing. Je pense qu'il y a une remontée des taux qui doit se faire, parce que vous savez très bien que l'intervention des banques centrales est possible dès lors que vous avez un niveau de taux d'intérêt qui vous permet de jouer avec ce niveau-là. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à l'étiage qu'il recherchait. Vous avez raison, ça peut remettre un petit peu en cause l'escalade, mais je ne crois pas qu'on revienne à une politique de quantitative easing ou de facilitation pour une raison simple, c'est qu'on est quand même en termes d'un cycle qui n'a jamais été aussi long.
de croissance économique aux États-Unis. Donc il y aura peut-être une concomitance entre ce que vous appelez l'impeachment Trump d'un côté et la consolidation du marché américain. Mais est-ce que c'est l'un qui provoque l'autre? Je ne suis pas sûr qu'il y ait concomitance. Certainement parce qu'on est sur des niveaux élevés. Alors là, on est en train de dresser des perspectives politiques, économiques, c'est passionnant, on refait le monde quelque part et on anticipe la marche du monde. Comment on traduit tout cela dans une allocation Alors, on est aujourd'hui sur la zone euro et vous avez remarqué que la performance des marchés depuis le début d'année, plus la zone que vous ciblez est grande, plus la performance est faible. L'indice DigiStocks Monde est à 3%, la zone euro à 10%, l'Europe à 11%. Et si vous allez dans les PME zone euro, plus vous allez en petite taille, plus vous avez de la performance. Intéressant ça. C'est intéressant puisque... Ça nous dit quoi? Ça nous dit simplement que le cœur et de la reprise de la croissance et du potentiel de croissance est plus fort sur ce cœur de zone. Voilà, c'est tout ce que ça dit. Et la France, à l'intérieur de ça, chez nous, est surpondérée. L'Allemagne est équilibrée. Et on est un peu sous-pondéré Angleterre. La France surpondérée, pourquoi? C'est La Macron? France surpondérée parce que vous avez un effet de rémunération du risque qui est beaucoup plus favorable puisque vous n'aviez ce qu'on appelait le fameux French bashing et donc il y a de la place. Et si je disais une grande valeur, une petite valeur et une moyenne valeur parce qu'il faut être français, il y en avait une qui est pour l'estival, me paraît bien, c'est Fontaine-Pajot, c'est bateau. Petit bateau, mais c'est 128 millions de capitalisation boursière. Je garderai Nexant dans mes valeurs moyennes à 2 milliards et puis pour célébrer la seule femme du CAC 40, Sodexo. Oui. Enfin, c'est pas juste pour la seule femme du CAC 40, c'est pas juste parce que Fontaine-Pajot, c'est une valeur de saison. Non, mais qu'est-ce qui justifie tout ça? L'ensemble de ces valeurs qui sont choisies dans des portefeuilles, ce sont des valeurs qui ont un taux de création de valeur donc qui est très largement supérieur au coût du capital. On est aujourd'hui sur un risque bien rémunéré. C'est peut-être technique, mais c'est vraiment pour ça que les gens se déplacent vers le risque. Mabrouk, du côté de BFTIM, qu'est-ce qu'on choisit en ce moment? Alors on choisit bien évidemment l'Europe, et de manière un peu plus large, on considère bien évidemment les marchés d'actions et les petites et moyennes capitalisations. On a également une préférence pour ce type d'actifs. Il faut noter que ces petites et moyennes capitalisations européennes surperforment beaucoup mieux que les petites et moyennes capitalisations américaines, donc qui ont bénéficié effectivement de ce Trump trade en quelque sorte, et qui aujourd'hui, avec toutes les déceptions que l'on constate, souffrent un peu. On a par ailleurs, dans notre allocation un peu plus diversifiée, une préférence là aussi sur tous les actifs de crédit, donc ça fait plusieurs reprises que je souligne cet actif. C'est-à-dire les obligations d'entreprise? Les obligations d'entreprise. Vous réintéresse? Alors, pour deux raisons. C'est que si on doit effectivement avoir un portefeuille diversifié, donc investir dans de l'obligataire public aujourd'hui, non seulement le portage n'est pas favorable, et les perspectives effectivement inflationnistes de meilleure croissance seraient de nature à faire remonter les taux. Donc globalement, dans une optique de diversification, on préfère effectivement jouer la carte du portage sur les obligations d'entreprise, sur le segment à la fois, principalement sur le segment du high yield, et jouer justement jouer de manière tactique la duration sur les obligations d'État. D'accord. Et en action, quelle thématique, quel secteur particulièrement? Alors en action, d'un point de vue géographique, il y a aussi une zone qu'on commence à considérer de très près, même si les jeux sont un peu faits, c'est le Japon. Finalement, qui a enregistré la meilleure dynamique de performance des résultats au-delà même de ce qu'a pu observer l'Europe. Donc Japan is back là? Non. Il est back depuis longtemps même. Donc c'est un peu effectivement une bonne surprise. Et d'un point de vue sectoriel, effectivement, donc on joue un peu les valeurs de croissance pour accompagner la tendance actuelle. Toujours la croissance, même si ça reste cher. Et l'optimisme. Voilà, faut réapprendre ce mot d'optimisme parce qu'il va peut-être être durablement à la mode, on l'espère en tout cas. On va suivre, en tout cas les indicateurs du jour nous portent à l'optimisme, ces indicateurs européens de nouveau plus haut de 6 ans pour ce qui concerne la confiance. Merci à tous les deux. Mabrouk Chetouane pour BFTIM et Bruno Fine pour Roche Brunheim. Bon retour à tous les deux.